17h sur BFM TV, bienvenue dans l'après-midi info si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Un trésor et un exploit de sécurité, ce sont les mots de Emmanuel Macron. Prise de parole surprise il y a à peine quelques minutes du président de la République pour remercier une à une toutes les forces qui ont concouru au succès de la tenue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était hier soir à Paris, entouré du préfet de police Laurent Nunez et du ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin. On en parle dans un instant avec Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Bientôt la fin de la galère dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. La situation est de nouveau normale dans l'Est et rétablie à 70% dans l'Ouest et dans le Nord. Tout devrait être rétabli lundi matin, assure la direction de la SNCF. Et une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. De l'ADN de l'adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin il y a 10 mois a été retrouvée dans une voiture découverte dans le Sud. Mais tout d'abord, la gratitude d'Emmanuel Macron aux forces de l'ordre, notamment après cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques hier soir. Le président qui s'est rendu à la préfecture de police de Paris il y a tout un petit instant, il a rendu hommage à un travail collectif. On l'écoute. On écoutera le président dans un instant. On va tout de suite débriefer plutôt cette prise de parole surprise, Alexis Cuvillier. Vous n'en direz pas moins aujourd'hui, on ne s'y attendait vraiment pas. Le président qui a donc salué le travail de toutes les forces mobilisées hier pour assurer le succès de cette cérémonie, qui est également revenu sur les déclarations de certains qui pensaient que ça allait échouer, et qui n'a pas manqué non plus de mettre en avant le bilan de ses équipes et du gouvernement. Oui, le président de la République qui s'est invité par surprise à la préfecture de police de Paris. Il a passé du temps dans la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, aux côtés de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, aux côtés de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Il a remercié très solennellement, exprimé reconnaissance, fierté, gratitude de la nation au personnel de sécurité qui sont mobilisés sur ces Jeux Olympiques, et notamment ceux qui ont été mobilisés hier soir à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, cérémonie quasi unanimement saluée à l'international, avec ce spectacle qui a rendu nos compatriotes fiers, je cite Emmanuel Macron. Un trésor et un exploit de sécurité grâce à vous. 250 000 forces de sécurité passeront l'été à surveiller ces Jeux Olympiques et la mobilisation devrait être constante jusqu'au 9 septembre. Le 9 septembre, c'est la fin des Jeux paralympiques. Vous le savez, c'est un marathon qui attend évidemment les organisateurs de ces Jeux olympiques ainsi que les forces de sécurité. La première partie, évidemment, les Jeux olympiques jusqu'au 11 août, mais aussi fin août et début septembre, ces Jeux paralympiques qui resteront des moments très forts. Il a aussi eu un message pour les pompiers, le chef de l'État. Et vous le rappeliez, Fanny, il y a eu un message, j'allais dire, forcément un peu plus politique lorsque le chef de l'État a rappelé qu'il y avait eu beaucoup de gens qui disaient que c'était impossible, cette cérémonie unique, ce spectacle sur la scène, pour la première fois, un spectacle hors d'un stade pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais grâce à vous, a dit le président de la République aux forces de sécurité, cela a été possible. Justement, une déclaration du président de la République il y a quelques minutes à la préfecture de police de Paris. On va écouter le président de la République dire sa gratitude aux forces de l'ordre mobilisées au cours de la cérémonie d'ouverture des JO. Je remercie aussi le ministre des Armées, nos armées qui sont venus contribuer à vos côtés. Je remercie le général, tout particulièrement le gouverneur militaire de Paris. Parce que ce que vous avez fait hier, tout le monde nous disait il y a 7 ans que c'était impossible à faire. Rappelez-vous, moi je m'en souviens très bien. Tous les experts qui nous disaient c'est une folie criminelle, ça ne se fera jamais, nous n'y arriverons pas, c'est impossible. Tous ceux qui nous expliquaient qu'avec la menace terroriste, les risques que cela comportait, ce serait impossible. Et ça a été fait par votre travail collectif et l'investissement de la nation ces dernières années. Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Emmanuel Macron en parlait. Cette cérémonie d'ouverture a bien eu lieu sur la scène, malgré les doutes que certains émettaient. C'est réussi.
Oui, oui, bien sûr. Et là-dessus, évidemment, Emmanuel Macron ne se prive pas de rappeler ce contexte. On s'en souvient, il y a quelques mois, nous en avons parlé ici sur ce plateau. Nous avons reçu un certain nombre de personnalités, parfois des experts sur des questions de sécurité qui disait qu'il y avait une forme d'inconscience à organiser cette cérémonie à Paris sous ce format totalement inédit, avec la Seine, avec toute la ville qu'il fallait sécuriser, qu'il fallait quadriller. C'est vrai, au prix d'une capitale qui a été par endroits assez bunkérisée ces dernières heures, ces derniers jours. Néanmoins, ce défi de sécurité a été rempli et le chef de l'État ne manque pas de le dire aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure, chez nos confrères de France 2, remarquait à quel point il n'y avait pas eu d'incident de sécurité autour de cette organisation. 300 000 spectateurs, pourtant mobilisés, enfin en tout cas près de la Seine, avec beaucoup de forces de l'ordre mobilisées autour de ces spectateurs pour assurer leur sécurité. Pas d'incident notable et donc un satisfecit qui n'a pas tardé à se faire entendre. Cette visite surprise du président de la République que l'on a appris en découvrant les images du pool présidentiel qui accompagne le chef de l'État dans chacun de ses déplacements. Emmanuel Macron qui a pris le temps de saluer ses forces de sécurité à la salle de commandement de la préfecture de police de Paris. C'est un défi à la hauteur de l'événement, parce que comme on le disait, c'est une première pour une cérémonie d'ouverture en centre-ville, qui plus est sur la Seine. Vous le disiez, 250 000 forces de sécurité, c'est ce qu'a rappelé le président de la République. Mobilisées tout au long de l'été. Hier, il y avait 300 000 spectateurs sur ce bord, sur ces quais de Seine. Et donc, le défi est réussi grâce à une mobilisation générale. Le président a bien pris le temps de remercier chacune des forces qui sont intervenues. Oui, et bien sûr, il y a une partie d'enjeu politique pour le président de la République. On sait que le chef de l'État est en très grande difficulté ces dernières semaines sur le plan politique national, avec ces élections législatives anticipées fin juin et début juillet qui ont bouleversé la vie politique de notre pays, qui nous ont fait hériter d'une situation assez inédite d'un point de vue parlementaire, avec cette assemblée plus divisée que jamais. Et là, le chef de l'État a voulu montrer que ce moment hier soir avait permis au pays de se réunir. Ce spectacle qui a rendu nos compatriotes fiers, a dit le président de la République il y a quelques instants. C'est la première expression du chef de l'État devant des caméras depuis la cérémonie d'ouverture hier. Il y a donc cet enjeu politique personnel. Et puis aussi le président de la République qui rappelait l'autre jour chez nos confrères du Parisien à quel point toute l'organisation de ces Jeux Olympiques de Paris est totalement imbriquée dans ces mandats présidentiels. L'un des premiers engagements, rappelait-il, lorsqu'il a été élu en 2017, l'un des premiers engagements qu'il honore, c'est une réunion pour faire un premier point sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. On parle de ça en 2017, on sait à quel point ça mobilise pendant des années une telle organisation. Et à chaque fois, il y a eu beaucoup de rendez-vous pour Emmanuel Macron. Ce choix, il y a 2 ans, peut-être il y a un peu plus longtemps, de tourner complètement cette cérémonie d'ouverture autour de la Seine, choix extrêmement ambitieux qui a été décrié, notamment par un certain nombre d'experts en termes de sécurité. Ce choix qui finalement, en tout cas vu la quasi-unanimité des retours, notamment des retours à l'international, ce choix qui s'est avéré payant pour l'image de la France. Et puis il y a eu un autre choix aussi peut-être qu'il a voulu valoriser, c'est celui de ne pas finalement changer son gouvernement, d'attendre en tout cas le démarrage de ces Jeux Olympiques avant de tout bouleverser, de nommer un Premier ministre et de garder auprès de lui son équipe première. Oui, vous avez raison, parce qu'il y avait même, y compris dans les oppositions, qui ne le disaient pas toujours sur les plateaux de télévision ou dans les radios, mais il y avait un certain nombre d'opposants, par exemple au Parti socialiste ou chez les Républicains, qui disaient que en fait, changer de gouvernement à quelques jours des Jeux Olympiques aurait été quelque chose d'assez baroque. D'ailleurs même, je dis que chez les Républicains, ils le disaient pas toujours face caméra, mais c'est pas vrai. Il y avait aussi des expressions, je pense notamment à l'expression de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est issu des Républicains et qui disait que il n'était pas possible finalement de changer de gouvernement à quelques jours de l'échéance et que ce changement de gouvernement, il devrait intervenir plus tard à l'issue d'une trêve politique qu'a choisi d'imposer Emmanuel Macron aux autres opposants
des oppositions qui sont parfois partagées sur cette échéance. On a vu notamment du côté du Nouveau Front Populaire, la gauche qui continue d'essayer de trouver sa solution pour faire nommer sa première ministre, Lucie Castet, qui a été choisie il y a quelques jours par les forces de la gauche. Emmanuel Macron, lui, il a fait le choix de cette trêve et il entend profiter de ce moment pour rappeler à quel point, avec son gouvernement, il y a un défi qui a été rempli. Amélie Oudéa-Castéra au ministère des Sports, on l'a beaucoup entendu cette semaine, pleinement mobilisée sur les Jeux Olympiques. Gérald Darmanin, mobilisé depuis des mois. Il l'expliquait souvent que ça occupait beaucoup de place dans son agenda, cette organisation des Jeux Olympiques. Ces ministres mobilisés qui ont permis la réussite au moins de la cérémonie d'ouverture hier. Et une mobilisation qui va devoir se poursuivre, parce que ça ne fait que commencer. C'était la cérémonie d'ouverture, mais le président l'a rappelé, la mobilisation va rester très forte jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Oui, c'était le deuxième temps de cette intervention devant les forces de sécurité à la salle de commandement de la préfecture de police de Paris. Le président de la République a évoqué le chiffre total de 250 000 forces de sécurité qui passeront l'été à surveiller, notamment le bon déroulé de ces Jeux Olympiques. Une mobilisation qui devra rester constante, a dit Emmanuel Macron, jusqu'au 9 septembre, jusqu'à la fin non seulement des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques, puisqu'on sait que toute la capitale et les organisateurs des JO sont mobilisés pendant 1 mois et demi sur l'organisation de ces Olympiades. Merci Alexis Cuvillier. On continue à parler de cette prise de parole surprise du chef de l'État avec Axel Ronde. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Vous avez suivi cette prise de parole d'Emmanuel Macron à la préfecture de police. Elle était nécessaire vu la forte mobilisation des forces de l'ordre. Ça fait du bien cette prise de parole présidentielle ? Oui, bien évidemment qu'il y ait une reconnaissance au plus haut niveau de l'État. La parole du président pour nous est extrêmement important. Donc oui, ça fait beaucoup de bien parce qu'on a sacrifié beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières semaines. On a été dans un haut degré de préparation pour que finalement cette cérémonie se passe extrêmement bien. Je rappelle que beaucoup de personnes critiquaient le fait que ça allait être fait sur la scène et que ça allait être extrêmement dangereux. On voit bien que nous avons un savoir-faire au niveau de la sécurité. Le ministère de l'Intérieur, la police nationale, la gendarmerie et les armées sont extrêmement professionnels et ont réussi finalement ce pari que cette cérémonie se déroule extrêmement bien. Nous continuons bien sûr à être extrêmement vigilants parce qu'on sait très bien il y a des individus qui voudraient perturber ces JO par tous les moyens. Et des groupuscules qui ont déjà été interpellés hier sur le bois de Vincennes qui était caché dans le bois pour perturber la course cycliste et aussi ce matin par d'autres individus dans la capitale. Donc vous voyez, nous sommes prêts à réagir à tout type de menace et aussi à la menace terroriste qui est la menace la plus anxiogène et la plus difficile finalement à contrer. On a bien vu ce qui s'est passé au niveau du TGV hier et ces groupes de saboteurs qui ont réussi à passer à l'action, mais les enquêteurs sont bien déterminés à les interpeller. Merci Axel Ronde. Restez avec nous. On fait le point également avec Pauline Revenat qui vient de nous retrouver, chef du service police-justice BFM TV, pour revenir justement sur cette mobilisation sans commune mesure pour ces Jeux Olympiques. Le président a rappelé des chiffres très importants de ce qui a été mis en place et de ce qui va se poursuivre tout cet été. Oui, parce que cérémonie exceptionnelle, moyen exceptionnel. Vous vous rappelez que pour la journée seulement, pour la cérémonie seulement hier, il y avait 45 000 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés en Île-de-France. Ce à quoi il fallait rajouter les militaires de la force Sentinelle, ce à quoi il fallait rajouter les agents de sécurité privés, puis tous les services. Alors, si on s'arrête sur le chiffre donné par le président de la République, 250 000, il doit inclure aussi, j'imagine, les forces de sécurité, de renseignement, tous ces agents, toutes ces personnes qui travaillent pour la sécurité du pays. Elles sont visibles sur le terrain, elles sont aussi invisibilisées, si je puis dire, dans les bureaux. Elles travaillent aussi à la surveillance. Donc, ce 250 000, c'est le chiffre global donné par le président de la République sur toute la durée estivale et toute la durée de ces Jeux Olympiques.
Le président de la République qui a salué le travail collectif, c'était aussi le défi de sécuriser la cérémonie d'ouverture, oui, il y avait travailler ensemble toutes ces forces de sécurité. Il y avait un gros enjeu sécuritaire, il l'a rappelé, on avait dit qu'on n'arriverait pas à le faire, eh bien nous avons réussi, en substance c'est ce que dit le président de la République, et c'est vrai que le risque sécuritaire était important, d'abord parce qu'il y avait ces 6 kilomètres de cérémonie le long de la Seine, il y avait cette délégation de chefs d'État qu'il fallait absolument sécuriser, une centaine de chefs d'État présents pendant la cérémonie, ça implique une surveillance 24 heures sur 24, la sécurisation également des athlètes, on l'a déjà suffisamment rappelé, mais les athlètes israéliens, ils ont été escortés par le GIGN et par le RAID à partir du moment où ils ont posé le pied à l'aéroport jusqu'au village olympique et pendant toute la durée des épreuves. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont très finement millimétrés et qui sont jour par jour, heure par heure. Les athlètes israéliens, les athlètes iraniens, les athlètes américains sont les 3 délégations qui sont les plus sécurisées. Et en parallèle, ces États sont venus avec leurs propres services de sécurité. Je pense notamment aux Israéliens, et qui ont la possibilité de faire des patrouilles mixtes, donc avec les forces françaises. Et ça, c'est un bel exemple de coopération. Ça se passe sur d'autres événements internationaux, mais là aussi, en l'occurrence, pendant nos Jeux Olympiques. Réussite en tout cas, Axel Ronde, pour revenir justement à tout ce qui a été dit et ce remerciement du président, ainsi que ce satisfecit. Quel retour de terrain vous avez eu, vous justement, notamment de policiers hier, sur la surveillance, sur la mission qui leur a été donnée pour cette cérémonie d'ouverture ? Une très grande fierté d'avoir participé à cet événement, toute cette ferveur qui était autour. On a été extrêmement bien accueillis par la population, malgré certains qui disent qu'on n'aime pas la police. Mais en fait, hier, on a bien vu que les gens aimaient beaucoup leur police, étaient très attachés à elle. Et vraiment, pour nous, on a été vraiment encourager à continuer cette mission. C'est vrai que c'est difficile pour nous parce que, comme l'a rappelé le chef de l'État, nous sommes pleinement mobilisés et nous n'avons pas pu prendre de jours de vacances, mais ça en valait la peine. On a bien vu cette ferveur, ce spectacle magnifique. Mes collègues étaient aussi en première loge. Ça leur a permis finalement de voir comment ça s'est passé. On voit l'envers du décor aussi. Et pour nous, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien accueilli, et puis c'est quelque chose qui ne se réalisera pas dans une carrière de policier. C'est vraiment un événement qu'on n'a jamais fait et que c'était quelque chose d'exceptionnel, et mes collègues sont ravis, mais on est toujours pleinement mobilisés, motivés, concentrés pour faire face à tout type de menaces qui pourraient venir perturber ces JO, parce qu'on le sait très bien, ce n'est pas que la cérémonie d'ouverture, mais c'est tout au long des JO que le risque est maximal. Merci Axel Ronde d'avoir réagi avec nous à cette prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui, donc depuis la préfecture de police. Merci aussi Alexis Cuvillier et Pauline Revenat. Cette cérémonie suivie à Paris par 300 000 chanceux qui ont donc assisté en direct à cette cérémonie d'ouverture des JO. Suivi aussi par 22 millions de téléspectateurs français. Ils étaient bien au sec, en tout cas, chez soi ou dehors. Le spectacle valait le détour. Oui, ça valait le détour. La diversité sous toutes ses formes était à l'honneur hier avec ce spectacle mis en scène par Thomas Joly. Féminisme, queer, métissage, cet hymne à la tolérance a parfois été jugé un peu subversif. Son directeur artistique s'en est expliqué. Notre intention était d'inclure. Alors évidemment, quand on veut inclure tout le monde, il faut n'exclure personne. Et ça pose cette question-là. Mais notre intention n'a jamais été d'être impertinent ou d'être subversif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre idée, c'est simplement que oui, dans cette grande diversité, il y a besoin d'être conjointement... nous avons en tout cas voulu, nous, conjointement, inclure tout le monde. Voilà. Et parmi les points d'orgue, il y avait ces spectacles, ces interventions d'artistes français et internationaux. Et celui-ci n'a pas manqué de faire réagir en France comme à l'étranger. C'est Philippe Catherine qui, hier, sous forme de Dionysos, tout peint de bleu, tout nu, tout bleu, sur la scène, a chanté une version un peu improvisée, revisitée plutôt, de Luxor J'adore et de son nouveau titre Nu. On écoute Philippe Catherine qui était notre invité il y a un instant. Après les polémiques, j'en sais rien. À vrai dire, si il n'y avait pas de polémique, ce serait pas marrant. Si tout le monde était d'accord, avait le même avis, quel ennui sur cette terre. Ça serait un autre fascisme. Donc j'ai trouvé évidemment son idée d'inclusion est très bonne. Je veux dire, on ne va pas choisir l'exclusion. Ça serait quelque chose d'horrible. Donc évidemment, c'est l'évidence
qui a parlé hier. Alors vous nous direz Nakamura avec la garde républicaine. Franchement, c'était une grande joie. Voilà pour la réaction de Philippe Catherine, présent hier à la cérémonie d'ouverture des JO. Les Jeux Olympiques, c'est aussi et surtout le sport. Et aujourd'hui, au programme, il y avait du rugby à 7. Oui, Antoine Forestier, on vous retrouve. Vous êtes au Stade de France où se jouait cette demi-finale France-Afrique du Sud de rugby cet après-midi. Et les Bleus qui ont battu les Springboks 19-5. On imagine que les supporters, forcément, sont ravis de voir les Bleus accéder à la finale de ce soir. Oui, et désormais les supporters ils patientent parce que la finale elle aura lieu un petit peu plus tard cet après-midi. Ils sont à l'intérieur du stade, ils ont pour l'instant des matchs de classement pour patienter avant de retrouver l'équipe de France avec beaucoup de fierté parce que c'est la première fois que l'équipe de France de rugby à 7 se hisse jusqu'en finale avec cette victoire donc face aux Sud-Africains 19-5. Ryan Rebadge pour les 2 premiers essais, le Réunionnais Jordan Sefo pour le 3e ont permis aux Bleus de se qualifier. Les Bleus qui n'avaient donc jamais atteint ce stade de la compétition, ils avaient fini 7e, c'était à Rio en 2016. Ils n'avaient pas pu se qualifier lors des derniers Jeux Olympiques, mais l'objectif c'était bien la médaille d'or. On le verra tout à l'heure. Ils affronteront les Fidji qui ont battu l'Australie, score final 31-7. Les Fidji qui sont double tenants du titre et qui sont invaincus dans ce tournoi. D'ailleurs, ils ont déjà joué contre l'équipe de France, c'était en match de poule. Ils les avaient battus, les Bleus, 19-12. Ce sera donc une revanche tout à l'heure à 19h45. Ce ne sera pas une masse à faire pour les Bleus parce que le niveau de jeu affiché par les Fidjiens depuis le début du tournoi est assez impressionnant, mais impossible n'est pas français. Alors rendez-vous tout à l'heure pour savoir si ce sera une médaille d'or ou une médaille d'argent. Merci Antoine Forestier avec Corentin Préat, donc devant le Stade de France où donc ce dénouement aura lieu ce soir. On saura si les Bleus remportent l'or ou l'argent en rugby à 7. On en vient à présent à ces perturbations à la suite de ce sabotage. Il y a 2 nuits de postes électriques sur les rails qui ont endommagé 3 lignes grande vitesse avec sur cet axe atlantique désormais 7 trains sur 10 qui circulent. Retour à la normale également sur l'axe nord, avec également 7 TGV sur 10 en circulation. Et puis, situation totalement rétablie sur l'axe est vers Strasbourg, avec un trafic revenu à la normale, mais un peu en retard. Oui, et on va voir Pierre Barbin à la gare Montparnasse, où le trafic reprend petit à petit. Pierre, la situation s'améliore donc. Oui, ça s'améliore enfin après, c'est vrai, 24 heures d'énormes galères, mais il y a quand même toujours encore beaucoup de monde ici à la gare Montparnasse parce que tout le monde pense que son train est à l'heure, arrive à la gare et voit au final qu'il y a parfois 1 heure, 1 heure et demie, même jusqu'à 2 heures de retard. Donc on patiente dans la gare Montparnasse, c'est vrai que ça bouchonne un peu, il y a difficilement de la place, il y a même parfois des colis suspects, donc c'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver de la place. Ça suscite aussi des galères pour vous. Maëlle, vous êtes responsable de vacances pour les enfants. Racontez-moi votre quotidien là depuis 24 heures, comment ça se passe? Je vous cache pas qu'on dort pas beaucoup, qu'on essaye de trouver des solutions. On arrive à en trouver au fur et à mesure, mais on a de plus en plus de trains qui se sont annulés dans la journée, ce qui nous a amené à repositionner du coup les enfants qui rentrent en séjour. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a encore quelques petites interrogations, donc on espère que la SNCF va nous trouver des solutions, mais depuis ce matin, ils ont été plutôt très réactifs. Parce que là, en fait, vous accueillez les enfants qui rentrent de séjour et qui ont des correspondances. Et là, c'est un peu le bazar avec ces retards. C'est ça, exactement. Donc, du coup, on saute un peu du train et on donne les tickets de métro aux animes pour que très vite, ils repartent prendre leur train en espérant qu'ils puissent avoir leur correspondance. Là, vous avez les yeux sur votre portable. C'est quoi les prochaines minutes que vous allez passer là? Et là, du coup, je vais devoir chercher un moyen de faire rentrer des enfants direction Bordeaux. Donc, j'espère pouvoir trouver la solution. Bon, merci beaucoup Maëlle, on vous laisse aller travailler, il y a encore beaucoup de travail, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de trains qui vont arriver ici à la gare Montparnasse, 7 trains sur 10 qui circulent, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, c'est ce qu'expliquait le PDG de la SNCF avec le ministre des Transports démissionnaire tout à l'heure qui a tenu un point presse ici à la gare Montparnasse. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a eu des perturbations aujourd'hui, il y en aura encore demain, mais tout sera rétabli lundi, c'est ce qu'a expliqué justement Jean-Pierre Farandou en début d'après-midi. Merci Pierre Barbin depuis la gare Montparnasse avec Corentin Préat. Et justement, on va continuer à parler de cette date de lundi, date à laquelle la situation devrait revenir à la normale à la SNCF. On en parle avec vous, Maria Lee. Vous êtes spécialiste des transports chez SIA Partners. La direction de la SNCF parle donc d'un retour à la normale après-demain. On imagine que toutes les équipes, dans ces cas-là, sont mobilisées sur le week-end pour permettre cela.
Oui, exactement. L'équipe réseau, donc, qui s'occupe de l'infrastructure de transport, a arrêté tous les travaux durant les Jeux Olympiques pour être disponible en cas d'urgence. L'urgence, il y en a eu hier, et depuis, les réparations sont très très rapides et très très bien réalisées. Donc, on espère le retour à la normale à partir de lundi, sous réserve tout de même de nouveaux sabotages et de nouvelles urgences et de nouveaux événements. Merci beaucoup Mariali, experte en transport pour l'entreprise et en conseil SIA Partners pour ces informations. Restez avec nous, on fait tout de suite le point sur le trafic en ce week-end de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, puisque bison futé voie noire sur toute la France dans le sens des départs ce samedi, et c'est rouge même dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France, vous le voyez, où ça reste noir. Soyez donc prudents et pensez aux vérifications d'usage de votre véhicule. Bérangère Cana, Marjorie Marcillac. Des conseils donc que l'on vous donnera plus tard et tout au long de cette édition. On retourne donc à cette préparation des véhicules à l'approche des vacances. Un dernier coup d'œil sur le moteur avant de prendre la route. Pour la sécurité de moi et puis des autres autour de moi, des autres voitures. C'est une obligation. Pourquoi ? Pour la sécurité. Et avec mes enfants aussi, je ne veux pas prendre de risques. Une sécurité assurée par Guillaume et son équipe. Oui, vidange, pneumatique et effectivement freinage. En période de forte activité, nous avons effectivement des effectifs qui sont gonflés. Une première étape de contrôle, la pression des pneus. Et surtout d'éviter des éventuels éclatements et de surconsommation, puisque avec l'état des routes, si le pneu était sous-gonflé, vous risquez potentiellement un éclatement du pneu et d'être bloqué sur l'autoroute. Et ensuite, c'est sous le capot de la voiture que Guillaume va faire les dernières vérifications. Donc là, vous avez l'huile qui doit se situer entre ces parties-là. Si effectivement vous n'avez pas assez d'huile dans le moteur, le principal risque c'est que le moteur casse. Important de vérifier toujours le niveau de l'huile, voire avoir un bidon d'huile pour réajuster si besoin, si le véhicule consomme un peu sur la route. Sans oublier l'huile pour le lave-glace et le liquide de refroidissement. C'est des choses qui sont complètement à la portée de tous pour regarder et pour être tranquillisé si malheureusement vous n'avez pas pu prendre de rendez-vous ou venir avant faire l'entretien de votre véhicule dans un garage. Des petits gestes simples qui peuvent vous éviter un dépannage avec des tarifs qui ont grimpé d'environ 4% depuis un an. Vous avez regardé votre programme aussi facilement que ça avec Ulysse. Ulysse, et c'est réglé. La météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Regardez la météo en bonne compagnie avec la compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. Et nous avons toujours ce même front qui ondule depuis hier sur le pays, de l'ouest à l'est, cette bande nuageuse qui recouvre complètement la moitié nord du pays. Donc sous ces nuages, quelques précipitations toujours bien présentes, surtout sur le centre, l'Île-de-France et en direction du nord-est. On pourrait aussi avoir quelques averses orageuses sur le centre-est, le nord-est également dans le courant de l'après-midi. Demain matin, vous le voyez, il restera encore les traces de cette humidité sur le centre-est, encore quelques pluies sur le sud de l'Alsace. Nous retrouverons un ciel bien voilé sur le sud-ouest, du côté du Limousin également. Ailleurs, ce sera bien ensoleillé. Petit bémol, toutefois, près des côtes de la Manche, là, pas mal de nuages bas, de plaques de grisaille, mais dans le courant de l'après-midi, eh bien, ce ciel mettra tout le monde d'accord. On sera tous logés quasiment à la même enseigne. Du soleil, un ciel variable. On aura juste sur les reliefs quelques averses orageuses possibles qui pourraient se déclencher dans le courant de l'après-midi. Vos températures, on les découvre. Là aussi, on va les surveiller. Ces températures, elles vont bien évoluer dans ces prochains jours. Elles restent un peu fraîches. Demain matin, 9 degrés à Cherbourg, 12 à Paris, déjà 24 à Nice. Ça commence à monter sur les régions du sud et regardez dans l'après-midi, 36 degrés, la hausse s'installe, se met en place là aussi du côté de Toulouse, 35 à Marseille, 34 à Grenoble, il fera 26 à Paris.
Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec la compagnie des déboucheurs. C'est un bravo, super. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. 17h29 sur BFM TV, l'après-midi info et le titre de cet après-midi, un trésor et un exploit de sécurité, la prise de parole surprise du président de la République il y a quelques minutes pour remercier une à une toutes les forces de sécurité qui ont concouru au succès de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques hier. Également à la une, bientôt la fin de la galère dans les TGV après les sabotages massifs d'il y a 2 jours. La situation est donc de nouveau à la normale dans l'Est, rétablie à 70% dans l'Ouest et dans le Nord. Tout devrait être rétabli lundi matin, assure la direction de la SNCF. On ira voir sur place comment ça se passe à gare Montparnasse. Et puis une avancée majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. De l'ADN de l'adolescente de 15 ans disparue il y a 10 mois dans le Bas-Rhin a été retrouvé. Son ADN retrouvé dans une voiture découverte dans le sud de la France. Emmanuel Macron s'est donc exprimé tout à l'heure à la préfecture de police de Paris. Le président de la République a dit sa gratitude aux forces de l'ordre après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il a rendu hommage à un travail collectif. Parce que ce que vous avez fait hier, tout le monde nous disait il y a 7 ans que c'était impossible à faire. Rappelez-vous, moi je m'en souviens très bien. Tous les experts qui nous disaient c'est une folie criminelle, ça ne se fera jamais. Nous n'y arriverons pas, c'est impossible. Tous ceux qui nous expliquaient qu'avec la menace terroriste, les risques que cela comportait, ce serait impossible. Et ça a été fait par votre travail collectif et l'investissement de la nation ces dernières années. On fait le point sur cette prise de parole surprise, Alexis Cuvillier du service politique BFM TV. Ce n'était pas attendu, en effet, ces remerciements longs, détaillés du président cet après-midi. Oui, déplacement surprise que nous avons découvert pratiquement en même temps que on a aperçu le président de la République sur les images du pool présidentiel qui accompagne ces déplacements, les déplacements du chef de l'État, les caméras qui l'accompagnent dans tous ces déplacements. Il était à la salle de commandement de la préfecture de police de Paris avec le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, avec Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, et il a longuement remercié les personnels de sécurité qui ont été mobilisés, notamment sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques hier soir. Un remerciement très solennel, l'expression de la reconnaissance. Le chef de l'État a aussi employé les mots de fierté et de gratitude de la nation. Prise de parole très forte donc. Un spectacle qui a rendu nos compatriotes fiers, a dit aussi Emmanuel Macron au sujet de cette cérémonie qu'il commentait ici pour la première fois devant une caméra. Un trésor et un exploit de sécurité grâce à vous. Ça, c'est un message un peu plus politique. On l'entendait il y a quelques secondes lorsque le chef de l'État s'est attardé sur tous ces gens qui nous disaient que c'était impossible. Vous vous en souvenez, il y a plusieurs mois, il y avait eu un certain nombre de polémiques, des experts de la sécurité, ou en tout cas qui se présentaient comme tels, qui disaient qu'il fallait imaginer un plan B, qu'il fallait renoncer à cette cérémonie qui a été unique dans sa conception, cette cérémonie d'ouverture le long de la Seine, alors qu'habituellement ce type d'événement est organisé dans un stade. Le président de la République ne boudait pas un certain plaisir à faire remarquer que ce défi logistique et sécuritaire avait été réussi malgré l'expression de ces critiques et malgré tous ceux qui ont douté, a-t-il dit. Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV, nous a rejoint. Pauline, Emmanuel Macron a salué le travail de 250 000 forces de sécurité intérieure. C'est important de passer une à une sur chacun des corps de sécurité. Oui, et d'ailleurs, vous le voyez sur les images du pool présidentiel, aux côtés de Gérald Darmanin, il y a également la directrice générale de la sécurité intérieure, Céline Berthon, et puis le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, 2 personnages centraux dans
cette organisation aussi en termes de sécurité. Et lorsque le président de la République avance le chiffre de 250 000 personnes, il inclut les forces de l'ordre. Donc on l'avait dit, pour la cérémonie, il y avait 45 000 forces de l'ordre mobilisées. Il y avait tous les policiers, il y avait des agents de sécurité intérieure, mais il y avait aussi tous les services de renseignement derrière qui, de manière invisible, ont œuvré pour que tout se passe le mieux possible et qu'il n'y ait eu aucun incident. Et ils ont travaillé en amont depuis des semaines, depuis des mois. Et je pense que c'est ces personnes-là aussi qu'on ne voit pas directement dans les rues de Paris, qu'on ne voit pas au point de check de sécurité pour rentrer dans les points de filtrage. Et c'est eux aussi à qui Emmanuel Macron a voulu s'adresser. Donc ce chiffre, il est très important. On le rappelle, 45 000 forces de l'ordre déployées pour la cérémonie d'ouverture et 35 000 chaque jour que comptent les compétitions pendant ces Jeux Olympiques. On va leur demander justement à ces acteurs majeurs de cette sécurisation de la cérémonie des JO ce qu'ils en pensent. Éric Henry, vous êtes secrétaire national Alliance nationale. Alors ce mot un peu surprise, ces remerciements du président de la République, on imagine que ça vous fait plaisir? Bonjour, bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Quand vous voyez l'investissement sans faille des forces de sécurité intérieure, des policiers, des gendarmes notamment, oui, ça fait plaisir parce que c'est un pari fou, un sacré défi en milieu ouvert. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Eu égard aux risques qu'on connaît, notamment la menace terroriste, il fallait oser, ça a été fait. Comme vous le savez, mes collègues n'ont pas de vacances, nous n'avons pas de vacances du 24 juillet au 11 août, 100% de mobilisation. Donc évidemment, à travers cette cérémonie, à travers ces Jeux Olympiques, parce que ça ne fait que commencer, c'est l'image de la France, mais à travers l'image de la France, c'est celle de la police et des policiers. Donc évidemment, ça nous fait énormément plaisir parce que c'est aussi rendre hommage au travail, à l'investissement sans faille de mes collègues qui sacrifient aussi leur vie de famille, qui sacrifient leur congé, tout ça parce qu'ils ont le sens de l'engagement et ils donnent de leur personne au quotidien pour assurer la sécurité du territoire des Françaises et des Français. Alexis Cuvillier, c'est vrai, on parlait tout à l'heure des personnes qui accompagnaient Emmanuel Macron. Il y avait 2 membres du gouvernement. Il y avait son ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, la ministre des Sports aussi. Je ne le crois pas l'avoir vu sur les images, mais en tout cas, elle a été pleinement mobilisée. Amélie Oudéa-Castéra, on l'a vu hier soir, saluer Emmanuel Macron. Ces 2 ministres étaient pleinement mobilisés dans les derniers événements, évidemment, et notamment dans les dernières heures. Gérald Darmanin avait fait préciser qu'il n'assistait pas, lui, directement à la cérémonie d'ouverture pour pouvoir coordonner les différents dispositifs de sécurité jusqu'aux derniers instants de cette cérémonie d'ouverture. Il y avait une mobilisation complète de cette équipe démissionnaire, évidemment, avec un certain nombre de remarques qui avaient été faites dans la classe politique, même parfois loin des caméras, certains responsables, par exemple au Parti socialiste ou dans d'autres forces politiques qui concédaient qu'il aurait été difficile de changer de gouvernement quelques jours avant l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Ça n'est pas le choix qui a été fait. Ce sont des ministres qui ont travaillé sur la préparation de cet événement depuis des mois et voire même des années, qui sont restés aux manettes jusqu'à cet instant. Et évidemment, pour le président de la République, il y a aujourd'hui aussi cet enjeu de faire remarquer cette réussite du point de vue organisationnel, alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en difficulté, évidemment, sur le plan politique national. On a suivi largement ces dernières semaines. Éric Henry, pour en revenir à ce message du président de la République, quels sont les retours que vous avez, vous, du terrain, des policiers qui sont mobilisés pour ces Jeux exceptionnels en France, et notamment pour cette cérémonie d'hier soir? Les cérémonies d'hier soir, c'est très bien passé. Il y a eu, si je puis dire, seulement 19 gardes à vue, alors qu'il y avait environ 320 000 spectateurs. Mes collègues pleinement mobilisés, 45 000 forces de sécurité intérieure, donc policiers et gendarmes, sans compter les pompiers, pour assurer cette sécurisation maximale. C'est un dispositif hors norme qui a été bien étudié, bien réfléchi en amont. Alors, mes collègues sont fatigués parce que ce sont des grosses vacations. C'est 12 heures minimum, voire 14-15 heures. Mais ils ont le sens de l'engagement, je l'ai dit tout à l'heure. Ils voulaient que ce soit une réussite, comme ils veulent à chaque fois que ce soit une pleine réussite. Et d'ailleurs, nous, Alliance Police Nationale, on le dit depuis le début, la sécurité, c'est la clé de la réussite des Jeux Olympiques. Donc, c'est-à-dire que ça s'inscrit avant, pour la préparation, là, à la cérémonie d'ouverture, mais jusqu'à la cérémonie de clôture des Paralympiques. Parce que rien n'est encore acquis.
Donc le travail continue et évidemment que c'est, je dirais, la chaîne d'union de l'ensemble des personnels du ministère de l'Intérieur, tout grade confondu, qui veut une pleine et entière réussite. Et on fera tout ce qu'il faut parce que, je vous le répète, c'est important pour nous que ces Jeux olympiques et ces Jeux paralympiques soient une réussite entière sans aucune ambiguïté. Également pour bien être complet. On a vu aussi sur les images le général Xavier Duceppe qui représente la direction générale de la gendarmerie, policiers, gendarmes, services de sécurité. Ils ont tous été remerciés par Emmanuel Macron comme ça. Personne n'est froissé. Merci beaucoup. Merci Pauline, merci Alexis, merci également à Éric Henry. Dans l'actualité également, on en vient à cette autre information. Où en suis-je? On va tout de suite retrouver Yael Kahn, voilà, pour parler de cette autre actualité en lien direct avec les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, cette vasque olympique, un anneau suspendu à 60 mètres au-dessus du sol qui a été illuminé hier en fin de parcours de cette très belle cérémonie. Yael, vous êtes à côté de cet anneau qui est illuminé, 100% électrique, sans combustible, accessible gratuitement de 11h à 19h et qu'on peut voir donc dans le jardin des Tuileries. Exactement, et il y a du monde qui est venu admirer cette vasque olympique qui est située en plein cœur du jardin des Tuileries. Vous allez le constater par vous-même, regardez sur les images de Philippe Vigneault, toutes ces personnes qui prennent de la hauteur pour prendre en photo cette vasque olympique, qui tentent par tous les moyens de la prendre en photo et la prennent même à travers les grillages, car pour la contempler de très près, il fallait prendre un billet, s'être inscrit au préalable sur le site de Paris 2024. C'est gratuit et Cécile a pu avoir un billet. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait de voir la vasque d'aussi près? Franchement, c'est assez émouvant, c'est très joli. Voilà, on a l'impression de revivre la cérémonie d'hier qui était vraiment très chouette sur ce moment. Donc très contente d'avoir vécu ça et d'avoir pu prendre une place. Merci beaucoup. Alors il faut savoir qu'il n'y a plus de billets jusqu'au 31 juillet, mais que cette vasque, elle est accessible au public à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 août. Merci Yael Kahn depuis le jardin des Tuileries, donc au cœur de Paris. Tout autre chose, la circulation des trains s'améliore au lendemain de l'attaque massive contre le réseau SNCF. C'est mieux, oui, mais ça reste perturbé. Regardez, 7 TGV sur 10 en circulation sur les axes nord, Bretagne et sud-ouest. Résultat, toujours pour les voyageurs, 1 à 2 heures de retard. Il faut donc s'adapter. Milan Argelas avec Anne Lorbans, Hugo Dorsemène et Boris Karlamos. Alors qu'elle est en route vers la gare ce matin, Émilie reçoit ce message. Je dois prendre le train pour partir en vacances et il y a 1 heure de retard et je pense que ce ne sera pas qu'1 heure de retard. J'ai reçu mon message quand on était déjà dans le métro. Du coup, c'était trop tard pour moi d'attendre chez moi. Donc je vais juste attendre à la gare en espérant qu'il n'y ait pas trop de retard. Le secret, s'armer de patience et rester attentif à la moindre évolution. Les panneaux de la gare Montparnasse affichent plusieurs trains retardés ce matin. Les usagers concernés préfèrent accueillir la nouvelle avec philosophie. Ce matin, en regardant sur l'appli, le train était maintenu. En revanche, il va mettre 45 minutes de plus. De toute façon, c'est les vacances, donc on fait avec et puis on s'organise en fonction. A priori, il n'y a pas de retard au départ et 1h10 à l'arrivée. Au moins, on peut arriver. On rentre chez nous. Des retards constatés aussi à Bordeaux. Mais pour les passionnés de sport, une priorité, arriver à Paris à temps pour assister au match de rugby ou de basket. Il y a 10 minutes de retard et peut-être ils annoncent 1 heure à l'arrivée, ça passe pour arriver à Paris à l'heure au match aller. On va prendre le train avec un peu de retard, donc ça va. Déjà, il y a le train. Même si on a 1h30 de retard, on va arriver à Paris. Nous, le match, il est qu'à 21h ce soir, donc ça va. Selon les dernières prévisions de la SNCF, 7 trains sur 10 circuleront ce samedi vers le nord, la Bretagne et le sud-ouest, avec des retards d'1 à 2 heures à prévoir. Une découverte importante dans les recherches de Lina, cette adolescente disparue en septembre dernier en Alsace. Son ADN a été retrouvé dans une voiture volée. Une avancée majeure, selon les mots de la procureure de Strasbourg. La jeune fille de 15 ans avait été aperçue pour la dernière fois à Plaine, dans le Bas-Rhin. C'était il y a 10 mois. Elise Phillips, on vous retrouve sur place. Aujourd'hui, on le sait, cette donnée, elle est cruciale dans l'enquête.
Oui, et c'est peut-être l'une des avancées les plus importantes depuis le début de cette affaire il y a 10 mois, puisque la procureure de la République de Strasbourg a indiqué hier soir dans un communiqué que le profil génétique de la jeune Lina, 15 ans, a été retrouvé dans un véhicule volé. Ce véhicule était recherché depuis plusieurs semaines par les enquêteurs. Il a été localisé dans le sud de la France il y a quelques semaines et il a été acheminé vers les locaux de l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, pour être analysé. Et là, des analyses, des prélèvements assez complets ont été réalisés à l'intérieur de l'habitacle, sur les tissus, sur tous les supports, pour essayer de prélever, d'extraire de l'ADN. Et les résultats sont arrivés il y a quelques jours. Ces résultats sont probants, puisqu'encore une fois, ils indiquent que de l'ADN de la jeune fille a été retrouvé sur plusieurs supports dans la voiture, ce qui indique donc que la jeune Lina a été transportée dans cette voiture à un moment ou à un autre, surtout qu'on sait que cette voiture a été localisée dans le périmètre de la disparition de Lina au moment de sa disparition, donc le 23 septembre dernier. C'est donc une avancée très importante, mais pour l'instant, la jeune Lina n'a pas été retrouvée, c'est ce que précise la procureure de la République de Strasbourg, mais elle ajoute aussi que selon elle, ces indices devraient permettre de la localiser. On sait que pour l'instant, il n'y a pas de recherche sur le terrain. On reste donc assez prudent, et d'ailleurs sur place, peu d'habitants souhaitent s'exprimer parce que ils souhaitent rester prudents, et les parents de Lina ni leurs avocats d'ailleurs n'ont souhaité s'exprimer pour l'instant sur cette avancée qui est pour l'instant très importante. Merci Élise Phillips en direct du Bas-Rhin avec Inès Médétognon. On en parle également donc avec Pauline Rovna du service police-justice qui est toujours avec nous, et également Jacques Morel qui nous a rejoint. Bonjour, général de gendarmerie, ancien patron de la section de recherche de Versailles. Pour revenir sur cette découverte de l'ADN, à quel point c'est déterminant? Qu'est-ce que ça va changer dans cette enquête? Ça change tout. Pour l'instant, si vous voulez, Lina, aucune nouvelle depuis sa disparition. Bon, au départ, il y a eu un peu des hypothèses farfelues ou qui se sont révélées fausses. Le petit ami, une fugue, toutes ces portes-là ont été fermées. Il y a eu des interpellations récemment sur des personnes qui avaient été présentes à proximité de cet endroit-là au mois de mars. Ça n'a rien donné. Donc là, de découvrir qu'il y a un véhicule apparemment qui ressemblait à une des voitures qui avait été signalée à l'époque, qui est découvert dans le sud de la France, qui est un véhicule volé. Donc, c'est pas monsieur tout le monde qui circule en véhicule volé. Et que dedans, formellement, on peut dire qu'il y a une trace ADN qui appartient à Lina. C'est capital. Je vous rappelle que dans l'affaire Le Landais, il est passé à table quand on a retrouvé une micro-trace ADN à Pontoise, à l'endroit où se trouve actuellement le véhicule, qui a dû être décortiqué. Et je pense que la procureure, elle ne peut pas communiquer actuellement, ou elle ne veut pas communiquer là-dessus. Mais si on a été capable d'isoler l'ADN de Lina, il y a d'autres ADN qui sont isolés, et on sait maintenant l'identité, où on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont identifiables, qui sont passées dans ce véhicule, bien entendu. Il y a donc beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, effectivement. À qui appartient ce véhicule? Est-ce que celui qui le conduisait était le propriétaire ou est-ce que c'est une tierce personne? Est-ce que son ADN va pouvoir matcher, comme on dit, dans un des fichiers des empreintes génétiques? Je parle sous votre contrôle. Quel était le lien entre Lina et la personne qui conduisait ce véhicule? Est-ce qu'elle le connaissait? Est-ce qu'elle est montée de son plein gré ou est-ce qu'elle a été contrainte? Dans quelle partie du véhicule a-t-elle été? Est-ce qu'elle était côté passager ou dans le coffre, ce qui donnerait une indication un peu plus criminelle? On pense effectivement au dossier de Nordal Lelandais et de la petite Maëlys. Voilà, autant de questions que les enquêteurs, autant de fils que les enquêteurs vont devoir tirer. Mais je rejoins tout à fait notre invité. C'est une avancée capitale, d'autant que depuis septembre dernier, on avait très peu de choses. Ouais. Jacques Morel, justement, cette avancée, donc, elle va permettre d'ouvrir des tas de portes. Il va donc falloir encore beaucoup se mobiliser et puis encore faire des recherches. Mais c'est vraiment... L'ADN, ça a changé beaucoup de choses de manière générale dans les enquêtes judiciaires ces dernières décennies. Complètement. L'ADN, c'est les empreintes digitales d'il y a 80 ans, quand elles ont été formalisées. Dans les processus aussi qu'on découvre sur un certain nombre d'enquêtes, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de grave ou une bêtise avec une voiture, la solution, c'est d'aller déposer plainte pour vol. Donc, comme le disait votre collègue... il va être intéressant de voir à quel moment cette voiture a été signalée volée, parce qu'on peut tout bêtement avoir affaire au propriétaire qui, prenant conscience qu'il a fait des choses gravissimes, il a dit qu'on lui avait volé sa voiture. Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas, mais que les enquêteurs possèdent déjà maintenant.
Mais l'ADN, si vous voulez, c'est une preuve irréfutable. C'est la découverte des mois après sur des vêtements, sur les tissus de la voiture, sur les caoutchoucs, le volant, le tableau de bord. Je ne sais pas si on peut le matérialiser, mais quel gain de temps ça permet, cette découverte d'ADN, par rapport aux enquêtes comme elles étaient menées auparavant? C'est considérable, mais on peut pas le chiffrer, malheureusement. Mais c'est vraiment l'exemple le plus frappant de la science au service de l'enquête. Et ça, c'est une grande avancée. Et puis les traces papillaires, comme ça s'appelait précédemment, hein, les empreintes, alors on les recherche toujours, mais les traces papillaires, si vous voulez, en fonction des supports, c'est très compliqué pour les relever, c'est très compliqué pour les exploiter si le relevage n'a pas été bon. Voilà. Donc, sur des supports tels qu'un tissu, par exemple, il n'y a pas de possibilité, alors que l'ADN, ça ressort. Ouais. Et malgré tout, l'enquête se poursuit. Enfin, malgré tout, ça redonne en fait un nouveau départ dans cette enquête. C'est une enquête au long cours avec cette cellule d'enquête qui est toujours active, Pauline. Oui, il y a toujours 20 personnes qui travaillent à plein temps depuis octobre dernier sur ces recherches. Évidemment, la priorité, c'est de retrouver Lina. Il y a un profiler aussi avec cette équipe qui travaille à leur côté. C'est des gendarmes qui travaillent en binôme et qui explorent plein de thématiques. L'environnement numérique de Lina, notamment parce que c'est une jeune fille de 15 ans qui était très connectée. Ils ont tout épluché, le bornage téléphonique, les caméras de vidéosurveillance, les témoignages. C'était un travail minutieux de fourmi qui, pour l'instant, n'avait pas donné grand-chose. En fait, si, il y avait quelques indices et ces témoignages-là sont aujourd'hui corroborés par cet ADN retrouvé dans ce véhicule volé dans le sud de la France. Donc, tout converge. Il faut maintenant retrouver Lina et son agresseur, son ravisseur présumé. 10 mois après cette disparition, l'enquête prend un nouveau tour aujourd'hui. Donc on le rappelle, avec cette découverte d'une trace d'ADN appartenant à la jeune Lina, 15 ans, qui avait disparu donc à Plaine, autour de Plaine, dans le Bas-Rhin où elle résidait. Une voiture découverte dans le sud et qui va donc livrer petit à petit au cours de cette enquête qui se poursuit et de cette cellule qui est toujours ouverte, de livrer ses secrets. On en parlera évidemment sur BFM TV. Merci à vous deux de nous avoir apporté vos éclairages. Merci également Zachary de m'avoir accompagné cet après-midi. Restez sur BFM TV, c'est la fin de l'après-midi info, mais vous retrouvez tout de suite BFM Soir avec Mathilde Vessel et Sofiane Atou. Tout de suite, la météo.